Et les quatre invités de ce soir, autour de moi, je vous les présente. Nous accueillons Guillaume Vuilletet, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche du Val d'Oise. William Tay, là aussi, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire. Éric Chall, bienvenue, délégué général de l'UDI. Et Lounès Adjroud, bonsoir. Bonsoir. Adjoint au maire PS de Châtillon. On aborde tout de suite cette première question. Pourquoi ne pas faire payer aux détenus l'occupation de leurs cellules en prison? Un député des Alpes-Maritimes a déposé une proposition de loi en ce sens. Éric Pauget propose de faire participer les prisonniers à leurs frais d'incarcération. Le député est en direct avec nous. Dans un instant, nous lui demanderons de nous expliquer, nous détailler son idée. Juste avant, on jette un coup d'œil à ces frais d'incarcération, justement. À combien s'élèvent-ils? Regardez, selon l'Observatoire international des prisons, un détenu en France coûterait aux alentours de 105 € par jour aux contribuables français. Bonsoir Éric Pauget, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Alors parlez-nous tout d'abord de votre proposition. Qu'entendez-vous apporter avec ce texte? D'abord, c'est une idée de bon sens qui s'applique déjà dans un certain nombre de pays voisins. Le Danemark l'applique depuis de nombreuses années. Les Pays-Bas viennent de l'expérimenter. Les Suisses facturent depuis longtemps les repas aux détenus. Actuellement, le Parlement italien et le Parlement espagnol travaillent sur ce type de sujet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui se fait déjà. Pourquoi je le propose? D'abord, pour un principe simple, c'est que pourquoi est-ce que le contribuable doit assumer la totalité de la charge des frais d'incarcération? Et deuxième élément, le fait déclencheur, c'est que dans quelques jours, il y a un texte sur la justice qui est porté par le garde des Sceaux, qui arrive dans l'hémicycle. Et dans ce texte, il y a tout un chapitre sur de nouveaux droits sociaux pour les détenus. Et c'est une bonne chose, moi je trouve, notamment sur le droit au travail, sur le droit à la formation, sur le droit au chômage. Par contre, ce qui manque dans ce texte, c'est un équilibre. Et moi j'estime que de nouveaux droits doivent générer de nouveaux devoirs. Et je propose donc cette solution qui est un peu à l'image de ce qui se fait pour les frais de santé, de créer une sorte de ticket modérateur. Il ne s'agit pas de facturer la totalité du coût, et vous l'avez rappelé dans votre reportage, c'est environ 100 € par détenu en France. Il ne s'agit pas de facturer la totalité de ce coût, mais d'avoir une sorte de ticket modérateur, un peu comme pour le forfait hospitalier lorsque l'on va à l'hôpital. Moi, je propose un montant d'environ 5 € par détenu et par jour, qui permettrait de responsabiliser les détenus et surtout de générer des sommes qui pourraient être réinvesties dans la réhabilitation des prisons. Voilà le concept général que je souhaite porter dans les jours qui arrivent et que je vais proposer au garde des Sceaux. Comprenez-vous que certains soient choqués par votre proposition, notamment parce que certains détenus n'ont pas les moyens de sortir cet argent? Mais est-ce que c'est pas choquant que ce soit l'ensemble des contribuables qui financent l'incarcération? Nos amis danois le pratiquent déjà depuis de nombreuses années. Il ne s'agit pas de facturer la totalité du coût, mais je vous le dis, un peu comme un ticket modérateur. 5 € sur 100 € de ce que ça coûte à la société, ça ne me semble pas quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus que le texte qui va nous être présenté va favoriser, je dis que c'est une bonne chose, va favoriser le droit au travail, avec tout un tas de nouveaux droits pour les détenus. Il me semble logique que dans ces 5 € il y ait une prise en charge des frais de repas, des frais d'eau, d'électricité, d'entretien de la prison. Ça me semble quelque chose d'équilibré et qui permettrait à nos concitoyens de mieux accepter la justice dans notre pays. Merci beaucoup en tout cas d'avoir détaillé cette proposition. Éric Pauget, je rappelle que vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonne soirée à vous. On va poursuivre la discussion sur ce plateau. Finalement, se rend compte que c'est une façon de faire des économies. Ça a l'air aussi très philosophique, cette idée de faire comprendre aux Français qu'ils n'ont pas à supporter cette charge des prisonniers aussi. Les alléger un petit peu de cette charge? Je sais pas, on va facturer aussi une part de l'intervention policière pour arrêter quelqu'un. Et si jamais ils peuvent pas payer, on les libère parce qu'ils peuvent pas payer. Enfin, avec tout le respect que je dois à mon collègue, sincèrement, je trouve que la mesure n'a pas beaucoup de sens. La privation de liberté est un pouvoir régalien de l'État. C'est notre communauté qui décide de priver quelqu'un de liberté parce qu'il a fauté. Alors déjà, en plus, il faudrait faire la distinction entre les maisons d'arrêt, c'est-à-dire la période où la personne n'est pas encore jugée, et la période où elle exécute une peine. On cherche d'ailleurs plutôt à faire en sorte qu'il y ait des substitutions à la peine quand il s'agit de peines courtes. Il y a quelque chose qui, très sincèrement,
J'ai entendu le discours de mon collègue qui était plutôt équilibré sur le côté il y a des droits sociaux qui sont donnés. Et c'est vrai qu'on va donner des droits sociaux en matière de travail, mais ce n'est pas les travaux forcés. On ne va pas forcer les gens à travailler. Donc on ne va pas les forcer à avoir un revenu pour pouvoir ensuite payer. Sincèrement, je pense que c'est d'une part la somme, très sincèrement, paraît quand même assez anecdotique. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour l'instant, ce qui caractérise la France, c'est pas le coût des prisons, c'est plutôt qu'on a été condamné 17 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour mauvais traitement parce qu'on incarcère les gens dans des conditions indignes. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre d'ailleurs un plan avec Yvon Moretti, un plan de construction de 15 000 places en prison, de prison et maisons d'arrêt. C'est plutôt ça, dont la moitié ont déjà été construites. Et derrière, parce que c'est parfois compliqué, vous savez, je l'ai vécu dans ma circonscription. Et là, on a voulu installer une maison d'arrêt dans une commune, et sincèrement, l'endroit était pas était vraiment trop proche des habitations, c'était compliqué. On a dû travailler pour trouver un autre endroit pour le faire. On y est arrivé, c'est très bien. Elle sera pas au Bellois, elle sera à Berne-sur-Oise, et je trouve que c'est plus équilibré. Enfin, c'est mieux conçu, parce qu'il y a des tas d'endroits où les gens ne sont pas tout à fait ravis de voir arriver une prison. C'est aussi bête que ça. Et la difficulté, elle est là-dessus. Éric Charles, justement, l'idée n'est pas nouvelle. En 2018, des députés UDI, avec Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, avaient déposé une proposition de loi dans le même sens et proposaient une participation de 20 € sur ces sites. Alors, c'était pas une proposition de loi UDI, c'était une proposition de loi que 3 députés UDI ont co-signé parmi un certain nombre d'autres personnes. Non, pour revenir, parce que j'ai bien aimé l'approche d'Éric Poget dans la manière dont il a présenté les choses, je crois que ça mérite pas de caricature parce que la proposition telle qu'elle est formulée est assez équilibrée. A priori, j'ai pas de problème avec le principe de qui faute paye. Et donc, en soi, j'ai pas de problème philosophique avec l'esprit qui consisterait à dire que les détenus devraient prendre leur part. Il vient de le dire, on est à un coût de 100 € par jour pour une journée de détention. Il y a entre 60 000 et 70 000 détenus en France. Ça veut dire que ça coûte pour les Français entre 6 et 7 millions par jour. Donc, en soi, j'ai pas forcément de problème avec ça. Alors là, j'ai fait le calcul justement, 5 €, ça fait 325 000 € par jour. Voilà. Mais je crois d'abord que tous les détenus ne seraient pas solvables, que ça va poser énormément de problèmes de prélèvement. Et je pense que le problème, en réalité, n'est pas là. Aujourd'hui, on a besoin de mettre le paquet sur la justice. Je pense que le vrai enjeu de la prochaine présidentielle, le vrai enjeu du prochain quinquennat, ce sera d'avoir une justice à la hauteur de ce que les Français attendent. Pour ça, il va falloir créer 20 000 places de prison au minimum. Pour ça, il va falloir créer 1 000 places dans des centres de détention pour mineurs, des centres éducatifs fermés qui sont des peines alternatives à la prison. Voilà, on voit le chiffre estimé de la population carcérale. Voilà, je vous ai dit entre 60 000 et 70 000. Pour ça, il va falloir plus de greffiers dans les tribunaux. Je pense qu'il va falloir mettre énormément d'agents sur la justice. On ne pourra pas en mettre sur tous les sujets, mais la justice, il va vraiment falloir que le prochain quinquennat permette de le faire. Et à partir de là, la proposition qui est faite, à mon sens, c'est symbolique dans un paquet d'ensemble. De toute manière, la réforme doit être d'envergure. Donc je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord. Je dis juste que l'ambition qu'on a pour la justice va bien au-delà de simplement la question de savoir si quelques détenus, parce que beaucoup ne seront pas solvables, mettront 5 € quotidiennement ou pas. Oui, c'est la question qu'on se pose. Dans quel cadre aussi? Est-ce que si un détenu n'est pas solvable, c'est sa famille qui paye? Ce sont les enfants Très clairement, je crois qu'on a un détenu sur 4 qui est ce qu'on appelle en pauvreté carcérale, c'est-à-dire qui bénéficie de ressources inférieures ou égales à 50 € par mois. Donc, c'est que ça reste 22%, c'est quand même déjà une part importante. Et on sait très bien que le reste des détenus ne sont pas, pour la plupart, des milliardaires, ou alors organisent, pour certains, leur insolvabilité, puisqu'ils n'arrivent pas là par hasard. Ils sont condamnés pour des peines diverses et variées. Donc, beaucoup ont déjà préparé et donc sont insolvables. Par ailleurs, il faut faire attention aux mesures de bon sens qui terminent en usine à gaz. Comme je disais, c'est une mesure symbolique. Y a-t-il pas d'autres priorités dans la question de la gestion des prisons et de la justice? C'est aussi un moyen d'avoir de l'argent pour financer la rénovation de ces prisons dont on dit qu'elles sont en piteux état. Vous avez dit 325 000 € sur 6 à 7 millions dépensés. Par ailleurs, attention à comment on utilise les chiffres. Dire le coût c'est 105 €. Attention, c'est pas je voyais des articles où on comparait ça au prix d'une nuit d'hôtel. Attention, les prisons c'est pas un hôtel. Hein. On connaît les conditions de détention dans notre pays. On n'est pas exemplaire, donc faisons attention aux raccourcis. Enfin, faut pas faire croire aux gens que la prison est gratuite. Tout est gratuit en prison pour les incarcérés. C'est pas vrai.
les détenus payent leur frigo, je crois que c'est de l'ordre de 7,50 €, payent leur télé, 14 ou 15 € par mois, payent leur lessive. Non, mais certains vous diraient qu'ils payent déjà des choses, ils pourraient donc payer un peu plus pour la cellule. Ils payent à peu près, je crois que c'est à peu près 200 € par mois le coût de la vie en prison selon l'OIP, puisque vous citiez l'Observatoire international des prisons. Donc faisons attention à ne pas laisser croire ça. Les gens sont détenus, ils sont légitimement détenus lorsqu'ils ont été condamnés. La société doit organiser cette détention. Voilà. Non, la question qui se pose, c'est quelle charge doit peser sur le contribuable, quelle est celle qu'on peut imputer à celui qui fait du tort à la société. Il est condamné au nom de la société, donc c'est la société qui paye, c'est une réalité. Ce qui se joue, c'est les principes de notre justice. Oui, c'est ça, le principe de notre justice, ils ont été fixés par Beccaria, c'est-à-dire qu'on a mis fin à l'arbitraire pour mettre en place une proportionnalité des peines par rapport aux délits commis et notamment au fait que ces personnes sont nuisibles à la société. Donc si ces personnes sont nuisibles à la société, est-ce que la société doit payer pour leur bonne incarcération ? Monsieur Adjurou dit que oui, les pauvres détenus doivent payer du frigo et la télé. Je suis désolé, normalement un détenu ne doit pas avoir un frigo ou une télé chez lui. Normalement ils sont censés c'est l'administration pénitentiaire qui met ça à disposition. Et moi je pense que le député a raison sur un point, c'est-à-dire que le travail va permettre deux choses. D'une part, de permettre de réhabiliter une partie des prisons et donc du coup qui cofinance ce pourquoi ils sont présents dans ces prisons. Et la deuxième partie, c'est qu'en plus ça permet de les réinsérer par le travail. Je ne pense pas qu'il faille rendre le travail obligatoire, mais par contre on peut l'encourager. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des systèmes pour que ces détenus travaillent d'une manière ou d'une autre. Ça leur permet de se réinsérer petit à petit dans la société quand on sait qu'aujourd'hui la durée moyenne d'incarcération est de 9 mois et 4 jours. Ça permet, une fois qu'ils sortent, de se réinsérer dans la société. Ça, c'est pour ceux qui ont uniquement commis des atteintes aux biens et des petites atteintes aux personnes. Par contre, pour les plus grands, c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, Éric Schall a tout à fait raison. C'est la question de la proportionnalité des peines qui se pose sur eux. C'est est-ce que ces personnes peuvent être réinsérées ou pas dans la société ? Je pense que pour les personnes qui peuvent être réinsérées, oui, il faut les encourager à travailler. Les autres, je pense qu'il faut penser à une obligation pour qu'ils participent au financement de la politique carcérale en France. Alors juste avant que vous repreniez la parole, Guillaume Vuilletet, on rappelle que le 17 avril, Éric Dupond-Moretti a présenté donc un projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire afin que les détenus n'aient pas que des devoirs. Le texte prévoit notamment la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire qui pourrait fixer la durée légale du temps de travail et les détenus pourraient donc aussi avoir droit à l'assurance chômage, à l'assurance vieillesse. L'idée, c'est donc en échange de les faire participer à ces fameux coûts engendrés par leur détention. Je crois que c'est comme un donnant-donnant. Il y a un sujet quasi philosophique là-dessus, parce qu'en fait, il y a déjà un constat et qui amène Éric Dupond-Moretti à proposer ce projet de loi. Oui. C'est qu'on a un peu le sentiment dans ce pays qu'on va rentrer en prison et on va en sortir pire qu'on est rentré. C'est quand même un peu le constat général, parce que les conditions de détention sont d'apocalypse. Et c'est pour ça que la réponse, c'est 8% d'augmentation du budget de la justice. On peut juger que c'est pas suffisant. Enfin, c'est déjà ça quand même. C'est quelque chose qu'on a mis en œuvre. Et peut-être qu'il faut aller plus loin. C'est une question qui se discute. Je suis pas sûr qu'Éric Dupond-Moretti serait contre. Mais philosophiquement, est-ce que le fait de priver quelqu'un de liberté, c'est-à-dire au moins cet acte initial, doit être payé par la personne ? Moi, je pense que là, pour le coup, c'est une décision de la société qui n'est pas faite pour empêcher la personne de nuire, qui est faite parce qu'elle doit payer sa dette à la société au travers de cette privation de liberté. C'est parce qu'on est dans la sanction. Sûr. C'est pas la même chose. Et puis là, la deuxième chose... Vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas rajouter une sanction à cette... Non, c'est qu'une sanction, et on n'est pas dans l'idée de la neutralisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée qu'on va l'éloigner le temps qu'elle... Il y a une part de volonté. Et c'est justement pour ça que dans son projet de loi, Éric Dupond-Moretti valorise l'idée du travail comme étant l'outil de la réinsertion et de l'outil qui permettra à la personne, une fois sortie, de pouvoir se réinsérer. Parce qu'on voit bien que le vrai sujet, il est aussi... Enfin, un des vrais sujets, c'est pas le seul. Mais il y a un des vrais sujets, c'est ça. C'est de savoir comment on fait en sorte que les gens puissent reprendre une vie aussi normale que possible, et puis ensuite, en effet, quitter l'atmosphère délinquante pour pouvoir devenir des citoyens, enfin des personnes normales dans la société. Est-ce que les faire participer n'est pas une façon de leur rappeler certaines valeurs aussi, dans le but de cette réinsertion ? Là, pour le coup, d'une part, encore une fois, je pense que pratiquement, c'est quelque chose d'assez dément, parce que dans l'autre sens, prenons dans l'autre sens, ça veut dire que vous faites participer FUS à 5 € par jour. Donc vous avez bien une garantie que vous donnez à la personne qui paye 5 € par jour.
Donc vous le garantissez d'une norme. C'est-à-dire que là, pour le coup, les conditions d'incarcération deviennent opposables au paiement que la personne va générer. Donc ça veut dire qu'on lui garantit d'avoir la place qui... Parce qu'aujourd'hui, notre problème, encore une fois... Garantie, non, c'est simplement une participation. Non, mais attendez, aujourd'hui, la réalité, c'est encore une fois, je crois que... Si l'État doit donner des garanties aux détenus, on n'est plus... Mais bien sûr, heureusement que l'État donne des garanties aux détenus de bon accueil, d'un accueil dans des conditions humaines, et c'est bien normal. Mais aujourd'hui, le problème, encore une fois, c'est que la France est condamnée pour des traitements inhumains parce qu'elle n'arrive pas à accueillir de bonnes conditions. Et là, pour le coup, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de réhabiliter les prisons, donc construire de nouvelles places pour essayer de désengorger les endroits. Et ce financement de la rénovation par une telle proposition, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on engage. Et puis là, c'était quasiment en forme de boutade. Imaginez que quelqu'un dise, écoutez, là, vous ne me donnez pas ce à quoi vous vous engagez, parce que l'État s'engage. Normalement, il y a une norme de densité, il y a un nombre de places de prison, et on sait qu'il y a des prisons qui sont en suroccupation. En ce cas, vous êtes payé? Je crois qu'on est aux alentours de 107% de densité. Oui, donc on est bien en suroccupation et avec des prisons qui sont vraiment dans des situations dramatiques et puis qui sont dans des conditions quasi indignes. Oui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai pas de problème philosophique avec l'esprit de la mesure. Encore une fois, on peut se cacher derrière son petit doigt en se disant ça se fait pas, etc. Pour moi, c'est pas le problème. Je voudrais juste qu'on n'invente pas, c'est tellement français, une nouvelle usine à gaz. Vous savez, c'est un peu ce débat qu'il y avait eu il y a quelques années en disant il faudrait que tous les Français payent au moins 1 euro d'impôt, parce que dans ces cas-là, tout le monde serait responsable, tout le monde serait responsabilisé. Et là, vous mettez des milliers de fonctionnaires supplémentaires dont le but est de collecter ce 1 euro, on fait des courriers, on renvoie des courriers. Et chaque euro récupéré va coûter 15 ou 25 euros à la société française. Et en fait, pour moi, c'est un peu le même sujet, ici, là. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai pas de problème sur le fond avec le principe de faire payer les détenus. Mais si on doit inventer des postes dans l'administration pénitentiaire, dont le boulot sera le recouvrement, comment on fait quand les gens sont pas solvables, on invente des systèmes avec des recours et pas des recours, ça va être ingérable. Je crois que le sujet vraiment prioritairement n'est pas là, mais je ne veux pas ridiculiser la proposition parce que philosophiquement, encore une fois, elle ne me dérange pas. Juste, je ne pense pas que ce soit la priorité. Il y a beaucoup de choses à faire en matière judiciaire. La priorité, c'est les places en prison il faut commencer et la justice. Voilà, la priorité, c'est de construire des places de prison, c'est de faire des peines alternatives pour les mineurs, de manière à ce qu'ils puissent être sanctionnés le plus rapidement possible. C'est accélérer la justice, avoir un système de justice prioritaire pour les primo-délinquants, pour que la première sanction au premier acte de délinquance arrive le plus vite possible. Il faut plus de greffiers, il faut de l'argent pour la justice. J'ai pas l'habitude de dire qu'il faut de l'argent dans l'administration en plus, mais je pense qu'il faut bien dépenser l'argent et bien le choisir. Et plutôt que tout saupoudrer, je voudrais vraiment que les 5 prochaines années, on ait un gouvernement de combat sur la justice et que vraiment on prenne ce problème à bras-le-corps. Est-ce que dans ce projet, vous allez voir, il est très bien. Avec un budget qui va avec... Mais est-ce que M. Dupond-Moretti aura le temps de le défendre? Parce que pour l'instant, je le vois coller des affiches dans les Hauts-de-France. Je ne sais pas s'il a le temps de s'occuper de son projet. Extrêmement énergique, extrêmement disponible, il arrivera à défendre les deux, vous inquiétez pas. Est-ce que, vu le contexte, cette proposition a plus de chances d'aboutir aujourd'hui que celle qui avait été portée en 2018, peut-être aussi? Parce qu'évidemment, la justice, les places de prison, ce sont des sujets... qui sont de plus en plus évoqués dans notre société. J'ai tendance à croire que le débat parlementaire, s'il a lieu, parce que c'est une proposition de loi, donc j'imagine que ce sera sur la niche LR, si le groupe LR l'accepte. Je pense que le débat parlementaire tout seul permettra de montrer toutes les failles de cette proposition. Et je pense que la faille financière générée pour l'administration pénitentiaire pourra être mise en haut de la pile. Pour lever 5 euros, s'il faut en dépenser plus, je crois que là, on va en sens contraire de ce que prône LR matin et soir. Bon, justement, on va passer à la page politique à présent avec le Rassemblement national accusé d'avoir mis en place un système frauduleux de détournement de fonds européens à son profit par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. C'est un rapport de police qui synthétise l'enquête qui vaut à Marine Le Pen d'être mise en examen depuis 2018 pour ses soupçons. Donc, cette synthèse est dévoilée par le Journal du Dimanche. La présidente du parti dénonce une manœuvre politique. Les précisions de Sophia Dolé. C'est un dossier de 98 pages qui accablerait le Rassemblement national et notamment Marine Le Pen. Selon le Journal du Dimanche, un rapport de l'Office anticorruption aurait mis en évidence un système organisé frauduleux de détournement des fonds européens par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. Les magistrats anticorruption soupçonnent le parti et ses dirigeants d'avoir de manière concertée et délibérée détourné les enveloppes allouées par l'Union européenne aux députés pour rémunérer leurs collaborateurs.
qui n'aurait travaillé que pour le parti et pas pour des missions en rapport avec le Parlement européen. Partie civile dans cette affaire, le Parlement européen aurait évalué son préjudice à hauteur de 6 800 000 €. Sur Twitter, Marine Le Pen dénonce une manœuvre politique à quelques semaines des élections régionales. Le JDD, organe officiel du pouvoir macroniste, ressort la même sempiternelle affaire des assistants parlementaires comme à chaque élection. Rien de neuf sous le soleil, sauf peut-être des bons sondages en vue. Près de 25 élus et assistants du Rassemblement national, dont la présidente Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, sont mis en examen pour détournement de fonds publics. Et nous sommes en direct avec Philippe Ollivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur CNews, eurodéputé du Rassemblement national et conseiller spécial de Marine Le Pen. Alors, ce rapport de police exposerait assez d'éléments, selon le GDD, éléments probants, pour que 17 dirigeants élus et proches du parti soient poursuivis donc, pour détournement de fonds publics ou recel de ce délit. Comment prenez-vous ces accusations ? Écoutez, moi je remarque d'abord qu'il y a un rapport de police qui est quand même une chose assez curieuse, parce qu'un rapport de police, normalement, ça intervient au moment de l'enquête préliminaire. Or, nous sommes en instruction et nous sommes à 5 ans d'instruction. Donc on a un rapport qui sort de police, qui sort de nulle part, qui normalement n'a rien à faire dans la procédure. On a même le sentiment qu'il a été fait pour l'occasion, peut-être pour être sorti. La deuxième chose, c'est que normalement, les actes d'instruction doivent rester secrets. Et là, comme par hasard, on a un acte d'instruction qui ressort. Et donc, il y a une violation du secret de l'instruction. Ça arrive pour beaucoup d'autres partis. Et puis, troisième point, mais vous n'êtes pas le seul parti à en faire les frais. Oui, d'accord, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, ça sort évidemment, comme d'habitude, depuis 5 ans pour toutes les élections, à 3 semaines du scrutin. Et puis, le troisième point qu'il faut signaler, c'est que c'est sorti par le JDD, qui est la Pravda macroniste, qui est le journal officiel de la Macronie. Et quand on a envie d'avoir une révélation sur la Macronie ou un mauvais coup qui est perpétré par la Macronie, on se réfère au JDD. Donc on a les 3 éléments. Mais sur le fond, Philippe Ollivier, que répondez-vous? Elles sont infondées, ces accusations? Complètement? Vous les rejetez? Nous les rejetons totalement. Nous n'avons rien à nous reprocher. En fait, il y a un problème d'interprétation sur le travail de l'assistant parlementaire. Le Parlement européen nous dit un assistant parlementaire, il ne doit faire que du travail d'assemblée et de commission. Et nous, enfin, un certain nombre d'assistants ont fait du travail parlementaire, évidemment, mais aussi du travail politique. Quand vous avez un assistant qui décroche son téléphone, on lui demande de passer le député a des fonctions politiques. Est-ce qu'il doit raccrocher si c'est pour ses fonctions politiques? Est-ce qu'il doit raccrocher le téléphone? On voit bien que c'est très difficile de faire le distinguo entre le député et l'homme politique. Et donc, c'est cela qui crée une difficulté. J'ajoute que nous ne sommes pas les seuls. Monsieur Mélenchon, Monsieur Bayrou sont également, et leurs amis, se voient reprocher la même chose. Donc vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qui est propre au Rassemblement national. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport de police concernant les autres partis. Le Parlement européen s'estime floué. Il réclame le remboursement de ces sommes indûment utilisées. On parle de 6,8 millions d'euros. Oui, je vous rappelle quand même que le Parlement européen, ce ne sont pas nos amis, ce sont même des adversaires politiques. Donc on comprend qu'ils soient assez, offensifs. Revendicatifs, ok. Bon, restez avec nous de toute façon, on va ouvrir la discussion sur le plateau et évidemment vous interagissez avec nos invités quand vous le voulez. Younes Hadjroud, sur cette subtile différence entre le travail d'un eurodéputé pour son parti ou au Parlement. C'est vrai que les assistants parlementaires sont dit au Parlement européen, cités, ont travaillé à un moment ou un autre. C'est ce que dit. Alors c'est très difficile de juger à quel moment on travaille, pour qui, pourquoi, quand est-ce qu'on s'arrête. Je vais vous dire, j'ai eu l'occasion d'être assistant parlementaire pendant quelques années à l'Assemblée nationale. Et donc, ce qui m'étonne dans l'expression de l'avocat de Marine Le Pen, c'est les assistants parlementaires sont amenés à travailler à un moment ou un autre. Voilà. Ce n'est pas à la justice de décider comment les parlementaires doivent organiser leur travail. Mais je crois que l'absurdité, elle commence là, au tout début de la réponse de l'avocat de Marine Le Pen. Les assistants parlementaires sont là pour travailler tout le temps, pour les parlementaires. Ensuite, effectivement, monsieur prenait l'exemple des activités politiques d'un parlementaire. Oui, bien sûr, un parlementaire a des activités politiques.
Mais là, on n'est pas dans le même ordre de gestion. Enfin, dans l'article du JDD, qui cite le rapport, on parle de centralisation des embauches, où en 2014, je crois, Marine Le Pen aurait réuni les parlementaires nouvellement élus en leur disant, écoutez, vous avez le droit à un collaborateur, et le reste, c'est nous qui les embauchons. Je crois que l'article du JDD précise que c'est elle, personnellement, qui les choisissait. J'ai envie de dire, si là, on ne voit pas l'incongruité, surtout après l'affaire Fillon et tout le processus de moralisation de la vie politique qui est en marche depuis une dizaine d'années maintenant, je crois qu'on est à côté de la plaque. Et le Front National, enfin le Rassemblement National qui se dit porte-parole des Français à tous ceux qui veulent l'entendre, eh bien là sont complètement déphasés, j'ai envie de dire. Guillaume Vuilletet, j'ai vu l'une de vos publications à ce sujet. Vous parlez du rapport problématique du Rassemblement National à l'argent public. Que voulez-vous dire ? Écoutez, vous savez, on a établi des règles dans ce pays de façon à pouvoir favoriser le fonctionnement de la démocratie. Et qui est il y a des financements publics des partis politiques qui sont prévus par des textes en fonction du nombre de voix obtenues lors des élections législatives. D'ailleurs, qui est aussi dans chaque élection avec un remboursement des frais de campagne, etc., etc. Et ça permet un fonctionnement équilibré de la démocratie. 7 millions qui, comme ça, sont... Encore faut-il que ce soit vérifiable aussi. Pardon ? On ne peut pas faire un procès... Enfin, vous êtes en train d'instruire un procès sur la base d'un article bidouillé et d'un rapport qui est parfaitement opportun pour nos adversaires. Moi, je crois que toute cette affaire, c'est une affaire qui est parfaitement montée sciemment par le pouvoir macroniste. Donc, on a des gens qui glosent sur l'argent public. Nous nous présentons à toutes les élections, à toutes. Nous allons nous présenter dans 1600 cantons. Nous n'avons pratiquement aucun compte de campagne rejeté, alors que nous nous présentons dans toutes les élections. Nous avons un mode de fonctionnement depuis des années qui est parfaitement clair et parfaitement vérifiable. Philippe Ollivier, on sait aussi que le Rassemblement National fait partie des formations politiques les plus endettées dans le pays aussi. Pour le coup, juste pour terminer mais la phrase... nous avons un fonctionnement, si vous voulez. Nous sommes le premier parti d'opposition et nous n'avons que 6 députés sur pratiquement 1000 parlementaires. Or, une bonne part du financement public vient normalement du nombre de parlementaires. Donc, nous sommes privés de plus de la moitié du financement auquel nous pourrions prétendre normalement. Donc, on va laisser finir Guillaume Vuilletet et puis Éric Chale. Juste pour aller très vite, mais j'ignorais que vous n'aviez plus de sénateurs, mais bon, je le découvre, c'est une révélation. Mais la réalité, c'est que si c'est avéré, et je crois qu'en effet il y a une instruction, etc., eh bien donc il y a bien 7 millions dont on pense qu'ils ont été utilisés à autre chose que ce à quoi ils étaient prévus au départ. Et le Parlement européen est une institution, avant d'être un groupe de pression qui viendrait vous en vouloir. Et puis en l'espèce, je crois, j'ai cru comprendre que ce qui était décrit, mais sous réserve de vérification, c'est qu'il y avait des assistants parlementaires qui n'avaient jamais badgé. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais rendus au Parlement européen. C'est quand même un petit souci, quand même, ça. Quand on veut incarner la vertu comme ça... Attendez, l'un après l'autre, sinon peut-être qu'il faut aussi regarder devant sa porte. Au lieu de parler avec un air assez sentencieux, vous sauriez qu'il y a 2 types d'assistants au Parlement européen. Il y a les assistants qui sont accrédités et qui sont effectivement à Bruxelles ou quelquefois à Strasbourg, et il y a les assistants locaux qui sont, comme le nom l'indique, dans les circonscriptions. Et donc il y a des assistants qui ne badgent pas à Bruxelles, et c'est tout à fait normal. Et donc ceux-là sont toujours auprès de leurs députés, on est d'accord. Éric Chale, vous voulez réagir ? Oui. Sérieux. Précisément sur cette affaire, j'ai pas l'habitude de commenter une affaire en cours, a fortiori lorsque la phase d'instruction n'est pas terminée. Donc je ne vais pas épiloguer sur l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. En revanche, si vous me permettez, on a un sujet quand même important avec le fonctionnement interne du Rassemblement national et son rapport à l'argent public. Parce que on a un parti, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est l'un des plus endettés de France. Mais il faudrait que nos téléspectateurs comprennent, y compris les électeurs du Rassemblement national, comment ça fonctionne. C'est-à-dire c'est un parti où la présidente, indépendamment du fait
qu'elle est députée, se verse un salaire de présidente de son mouvement. C'est un parti où la sœur de la présidente se verse un salaire, on ne sait pas bien ce qu'elle fait depuis 40 ans maintenant dans cette formation politique. C'est un parti où M. Philippe Olivier, qui en est le très bon avocat, est le beau-frère de la présidente du mouvement. À la diffamation, ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que, en fait, vous fonctionnez comme une PME familiale. Et quand on est le parti quasiment le plus endetté de France, eh ben, effectivement, ça interroge lorsqu'on continue de se verser aux uns et aux autres de sa famille des salaires, finalement sur argent public. Vous en faites ce que vous voulez, c'est la libre administration des partis politiques. Mais on a aussi le droit de le dire, on a aussi le droit de le savoir. C'est ce que je voulais vous dire. Et quand on prétend diriger la France, on essaye d'être assez en accord avec les choses. C'est à la fois déloyal et illégal. Pas du tout. Je ne vois pas quoi. Ce que je veux dire, madame, que la présidente du Rassemblement national se verse un salaire, c'est un fait. Les comptes des partis publics sont connus. N'essayez pas de faire croire aux téléspectateurs que tout ça serait faux. Moi, je ne vous le reproche même pas. Je vous dis juste qu'on a le droit de le savoir. C'est une PME familiale. Eh ben, merci en tout cas à vous, Philippe Olivier, d'avoir participé au débat. C'était important qu'on entende la voix du Rassemblement national, qui n'était pas présent sur notre plateau ce soir. Et on va enchaîner avec une autre page qu'on consacre à la politique aujourd'hui, puisqu'il veut, lui, désintoxiquer le pays. Jean-Luc Mélenchon tenait aujourd'hui son premier meeting de campagne en Aveyron. Il a rendu hommage à ce bassin ouvrier au cœur d'un département largement rural. Cette France, dit-il, abandonnée à qui on fait tout endurer. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Cela, tout le monde peut le comprendre, que si l'on veut travailler tous, peut-être qu'il faut que chacun travaille moins et que donc il faut revenir aux 35 heures, qui ne sont plus qu'une ligne sans objet dès lors que la 36e heure coûte si peu cher et que M. Macron les réduit à ne coûter que 10% plus cher. Ce qui veut dire que tout l'effet qu'on attendait a été dissipé. Voilà, alors la campagne de la France Insoumise est donc lancée avec des propositions, on vient de l'entendre, le retour aux 35 heures et aussi le passage à la semaine de 4 jours, c'est ce que prévoit Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a dû profiter du confinement justement pour ne pas travailler. C'est tout l'objet de son discours politique. En fait, on travaille moins et puis on revient au lieu du passé. Il est revenu en 1981. On a fêté l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand. Il est revenu au même slogan. Plan par la relance. Il faut rappeler à M. Mélenchon que les plans de la relance de M. Chirac en 1975 et le plan Morin en 1981 ont échoué. C'est ce qui a abouti au temps de la rigueur en 1983. Donc première proposition, elle ne sert plus à rien dans un monde mondialisé, dans une économie ouverte. Deuxième proposition, pour financer la dette, il propose de travailler moins. Il y a 3 règles pour financer la dette. Soit on fait la guerre, soit on a l'inflation, soit il faut produire plus. Donc M. Mélenchon ne veut pas la guerre, il ne veut pas d'inflation, et il veut travailler moins. C'est impossible de financer la dette de cette façon. Le seul moyen, c'est de travailler plus. Jean-Luc Mélenchon est à contre-courant. Il est en train de sortir de l'histoire, mais depuis 2017, depuis son affaire « La République, c'est moi », et je pense qu'il va finir aux oubliettes de l'histoire politique. Constat très rude de votre part. Cela dit, le contexte de cette crise sanitaire aussi a forcément engendré des conséquences sur l'organisation du travail, sur des questions sociales qui vont devenir des questions importantes pour les électeurs appelés aux urnes l'année prochaine. Oui, mais qu'est-ce qu'il propose ? Il propose de fiscaliser en fait la dette. Donc du coup, de faire peser le poids de la dette sur ceux qui travaillent. Actuellement, depuis une quarantaine d'années, nous avons de moins en moins de gens qui travaillent. Et c'est pour ça, en fait, que le pays est endetté et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Parce que de moins en moins de personnes travaillent et on leur fait porter un poids fiscal qui est de plus important et ce qui aboutit à la crise des gilets jaunes. On est en train de vivre un tournant économique. On a eu une ère qui était économique, qui était keynésienne de 45 à 79, qui a été mise à mal par les 2 chocs pétroliers. Ensuite, on a eu une ère qui s'appelle néolibérale de 98, qui a été mise à mal par la crise financière de 2008 et on est en train d'aboutir dans une nouvelle ère. Donc il est en train de proposer des remèdes économiques qui datent d'il y a 2 ères. C'est pour ça que je dis qu'il n'est absolument pas à jour et qu'il propose un discours qui est complètement démagogique, qui peut-être plaît d'un point de vue sur l'opinion publique, mais qui est à contre-rang de toutes les doctrines économiques et qui... En fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu comme le Rassemblement national. Il vit sur le pays, il vit sur le dos du pays, il a été... politique pendant une trentaine, quarantaine d'années et il ne travaille pas et il ne permet pas de redresser le pays d'une manière ou d'une autre, que ce soit par son engagement politique ou par son travail auprès de tous les Français. C'est pour ça que je pense qu'il est nuisible et il faut s'en débarrasser. Il va sortir, il ne fera même pas 10% aux élections. Serge Roud en parle depuis plusieurs semaines d'une union de la gauche qui essaye de se construire. Ces propositions de Jean-Luc Mélenchon, elles ont une chance de convaincre la gauche ? Je crois qu'il a en tout cas lui-même enterré l'idée d'en faire partie puisqu'il commence sa campagne présidentielle dès maintenant. C'est regrettable parce que je pense évidemment que la gauche ne peut pas revenir au pouvoir que si elle est unie.
J'ai déjà dit ici, c'est ce que porte mon parti, ce que portent les dirigeants de mon parti, et c'est ce en croient les militants. Et on l'a vu aux dernières municipales, quand la gauche est unie, elle crée des victoires parce qu'elle est audible et parce qu'on a l'impression qu'elle sert à quelque chose. Là, je pense que sa candidature, il part tout seul. Je ne vois pas comment il va parvenir à créer une véritable dynamique derrière lui pour une raison simple, c'est qu'il n'arrivera pas à démontrer qu'il est utile. Et si vous n'êtes pas utile, les Français ne votent pas pour vous. Alors attention, parce qu'on se pose la question aussi sur les Républicains en ce moment. Et un sondage qui a été publié, on y viendra dans un instant. C'est mon problème. Non, mais l'utilité de certains partis politiques, ça concerne la droite et la gauche ensemble en ce moment. Oui, sur ce meeting de Jean-Luc Mélenchon. La gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la gauche de Jaurès. Et c'est pas parce qu'il va au bain. Alors pour nos téléspectateurs, au bain, c'est un symbole des luttes ouvrières sur les luttes pour les salaires. Et donc il y va en voulant faire écho à Jaurès. C'est a priori assez habile. Et il est censé nous faire un discours sur les salaires, sur les ouvriers, sur les salariés. Et en fait, au bout de 3 secondes, quasiment, il part sur les Français qui sont islamophobes. Il faut absolument lutter contre l'islamophobie qui gangrène la société française. Et il nous fait 45 minutes de discours sur les mêmes anciennes de la France insoumise. C'est ce que dit Clémentine Autain, matin, midi et soir, dans toutes ses campagnes. Et je pense qu'ils ont vraiment un problème. La gauche de Jaurès, elle était universaliste. La gauche de Jean-Luc Mélenchon, elle est communautariste. Et immédiatement, c'est ce qu'on retrouve dans son discours au bout de 3 minutes. Et honnêtement, au début, il voulait parler des salariés. J'étais presque prêt à l'écouter. On n'aurait sans doute pas été d'accord, mais j'aurais au moins pu l'écouter. Mais il revient systématiquement à ses automatismes. Guillaume Vuldet. Vous êtes sévère quand vous dites qu'il n'a pas travaillé. Il a été en Amérique du Sud, mais je dis ça pas simplement. Je dis pas ça pour la galéjade, mais aussi parce que je crois qu'un des problèmes de Jean-Luc Mélenchon, c'est que quand on est dans une situation de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, on ne peut plus se payer de mots. Et que c'est quelqu'un qui fonctionne énormément sur le slogan et sur les symboles. Mais au bout d'un moment, quand on est dans une crise pareille, il est gentil de rappeler 81, mais 81 en l'espèce, c'est des 3% du PIB en termes de relance. Aujourd'hui, même les pays les plus libéraux sont à 10, 15 et on est dans ce pays à 20% de relance parce qu'on est face à un choc considérable. Donc il est simplement emprunté parce que je pense qu'il n'arrive pas à dépasser une logique de discours politique pour arriver dans une alternative crédible. Après, sur l'union de la gauche, je vais avoir moins d'avis sur la question, mais en l'espèce, on voit simplement qu'il y a un grand écart entre ce qu'on appelle au sein de la gauche les différentes composantes de la gauche et avec une dimension tactique de sa part qui est considérable. Un jour, il vante l'union à la base, on va dire quasiment, le lendemain, il la critique. Je crois qu'il y a un petit côté, comment dire, bateau ivre dans le même temps un peu baroque, peut-être. Non, mais voilà, c'est pas sérieux. Mais ce qui est triste, c'est qu'on arrive à une crise de la démocratie. On a besoin d'une gauche, on a besoin d'une droite en France. Actuellement, la gauche est un peu intoxiquée par Jean-Luc Mélenchon, qui pourrit tout le débat public à gauche en communautarisant la gauche parce qu'il est bloqué par Clémentine Autain et Daniel Obono sur l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'il rend toute une partie de la gauche infréquentable. C'est une sorte de Front National du temps de Jean-Marie Le Pen. Personne ne votera pour ces gens-là. C'est impossible de réunir une majorité pour eux. Et ensuite, sur le point de la droite, vous avez parlé de la question de l'utilité de la droite. On a parlé aussi de la question du Rassemblement national. Quelques minutes pour y venir. C'est qu'en fait, la droite doit justement jouer son rôle. C'est quand la droite n'a pas joué son rôle, on a eu une montée du Front National depuis les années 80 parce que la droite n'a pas occupé son espace. Il faut que la gauche occupe un espace parce qu'il y a des Français qui sont de gauche et la droite a besoin d'occuper son espace. On ne peut pas survivre à un duel Macron-Le Pen qui emmènerait inévitablement à une victoire potentielle de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Alors justement, Xavier Bertrand tente lui de se faire une place justement entre ces figures Emmanuel Macron et Marine Le Pen que nombreux donnent déjà gagnants pour l'affiche de l'année prochaine. Il faut dire que les guerres intestines au sein du parti Les Républicains ont mis à mal sa crédibilité. On écoute les précisions d'Élodie Huchard et on termine la discussion. Xavier Bertrand semble l'ennemi à abattre. Face à lui, pas moins de 5 ministres, parmi lesquels le ministre de la Justice ou encore le ministre de l'Intérieur. On explique chez En Marche que le but, c'est de faire barrage au Rassemblement national, mais on comprend bien que le but, c'est surtout de faire barrage à Xavier Bertrand, lui qui, pour le moment, est le mieux placé à droite pour être le 3e homme de la campagne présidentielle. En tout cas, pour le moment, il souhaite rester droit dans ses bottes. En marge d'un déplacement, il a expliqué, je cite, « Les annonces politiques des uns et des autres, je m'en cogne. Sans doute a-t-il compris que
la meilleure stratégie pour le moment, c'était de ne pas bouger. Il fait campagne sur des thèmes comme la sécurité, cher à la droite. Il promet qu'il n'y aura pas d'alliance avec En Marche. Et surtout, il a compris que Panique était très mauvaise conseillère en politique. Il a observé ce qui s'est passé en région sud. L'alliance entre Renaud Muselier et En Marche n'a pas permis à la liste de décoller. Et en plus, finalement, profite à Thierry Mariani, le candidat d'extrême droite. Si on observe les sondages pour la région Hauts-de-France, un sondage Ipsos paru début mai, Xavier Bertrand se maintient premier avec 35% des voix, 32% pour Sébastien Chenu et 10% pour la liste En Marche. On voit bien là qu'il y a un enjeu national d'abord pour Xavier Bertrand. Est-ce qu'il va emporter cette élection? Est-ce qu'il va pouvoir être candidat à la présidentielle? Et puis surtout, un enjeu pour la majorité. En envoyant 5 ministres face à lui, il faut que la liste décolle, il faut qu'elle se place un peu mieux qu'au-dessus de 10%, parce qu'évidemment, si finalement cette liste n'arrivait pas jusqu'au second tour, ça serait un gros désaveu pour la majorité présidentielle. Voilà, Xavier Bertrand qui veut être une voix concrète et républicaine pour casser la spirale de la violence. A-t-il encore une chance d'être entendu justement dans la cacophonie générale un petit peu générée par le parti lui-même? Ce sera nécessaire, et d'ailleurs il y a Xavier Bertrand, c'est aussi le cas de Valérie Pécresse. Vous savez, Guillaume, je vous regarde, c'est l'attitude du chef de l'État, à mes yeux, elle est cynique, elle est indécente. Aujourd'hui, le pays, et pas à feu à sang, mais vit un contexte terrible. Et d'envoyer tout son gouvernement, une moitié pour aller taper Xavier Bertrand dans le Nord et l'autre pour aller taper Valérie Pécresse en Ile-de-France, c'est indécent. Parce qu'on sait tous quelle est la machinerie derrière. La seule chose qui vous intéresse, c'est d'essayer de mettre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse en échec, pour simplement déblayer la route à l'élection présidentielle et faire croire qu'Emmanuel Macron serait le seul rempart à l'extrême droite en France. C'est cynique, c'est calculateur, mais les Français sont plus intelligents que ça. Alors là, pour le coup, je trouve que vous manquez pas d'air de nous envoyer ce type d'accusation, parce que là, on a deux démarches personnelles qui sont très très éloignées de l'intérêt de la politique régionale. Vous parlez de celle de Dupond-Moretti et de celle... Non, je parle de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Celle de Dupond-Moretti qui ignorait où était le France il y a quelques semaines. Un niveau de cynisme supérieur. Et quand même de la région. En plus, il dit la seule façon de résister à Le Pen, c'est que vous disparaissiez tous. Et dans ce cas-là, si vous disparaissez tous, peut-être que moi, je pourrais vaincre face au Front National. Là, pour le coup, c'est du cynisme. Et sincèrement, en termes de perception démocratique, dire aux gens la seule solution pour qu'on gagne face au Front National, c'est que vous disparaissiez, c'est quand même un peu léger. C'est ce que Emmanuel Macron a dit pour la crise européenne. Il y a une aventure personnelle qui est portée par deux personnes. C'était la stratégie d'Emmanuel Macron. Est un déni par rapport à l'intérêt des électeurs qu'ils sollicitent. Ça veut dire l'intérêt des nordistes, des Picards et des Franciliens, qui sont très très loin de tout ce que vous voulez faire. Comment expliquez-vous que M. Dupond-Moretti se présente, il y a 2 semaines, il ignorait même qu'il serait candidat, il va dans le Pas-de-Calais et il nous explique « je vais me présenter dans le Pas-de-Calais pour faire barrage à l'extrême droite ». Alors qu'à la seconde où il est entré en campagne, il met en situation l'extrême droite d'être élu. C'est d'un cynisme indécent. Les électeurs c'est que pour qu'il il y aura un boomerang. C'est qu'il n'y ait personne. Il y aura un boomerang pour le chef de l'État. Je pense que le problème de tout ce bloc, c'est qu'ils ont un seul programme, faire barrage au Front National. Le problème, c'est pas de relever le pays, c'est pas de répondre aux préoccupations des Français. L'objectif du personnel politique, ça doit être de redresser le pays. Actuellement, nous avons vécu la pire crise de l'histoire depuis 1945 et aujourd'hui, les Français manquent d'horizon. Qu'est-ce que c'est que le projet français dans les 50 ou les 100 ans à venir? Je pense que battre le Front National, battre Macron, etc., ce n'est pas un programme politique. Rassemblement national, sinon vous allez en faire quelques-uns. Le projet politique, il doit reposer sur 2 piliers. Le premier, c'est de créer une perspective, un projet de projection, qui est de créer une nation industrielle et de savants. Et la deuxième, c'est de préserver l'art de vie à la française, qui est menacé dans toutes ses dimensions, au niveau personnel, au niveau de la nation et même au niveau de la démocratie. Sergio, un dernier mot? Rien à ajouter. Non, mais très, très rapidement. Je suis toujours aussi très étonné de voir tous ces ministres très occupés par la gestion de la crise, en même temps très occupés par leur campagne électorale. Je subodore une chose, c'est qu'on a beaucoup de ces ministres qui, à mon avis, préparent aussi l'après 2022 et qui ont en tout cas envie d'avoir la garantie de continuer à exister sur l'échiquier politique, quel que soit leur sort aux élections législatives. Donc je suis un peu désolé de voir ça. De voir cette guerre, effectivement, contre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de l'État qui soit bien défendu là. J'avais cru comprendre qu'Emmanuel Macron n'avait pas 2022 pour le moment dans le viseur et que seule la France l'intéressait. Visiblement, c'est plus son Tour de France qui l'intéresse que
survie de la France. Non, mais Laurent Saint-Martin va proposer un projet, a commencé à proposer des mesures. Il propose des mesures contre lesquelles il s'est opposé en tant que parlementaire. Oui, c'est un très bon exemple. L'urgence pour les jeunes, il a voté contre au Parlement. Madame Schiappa, par exemple, les garanties revenus. On aura le temps d'en reparler, mais une autre fois, en tout cas. C'est le gouvernement qui a baissé le nombre. Parce que Marlène Schiappa, par exemple, dans son projet, propose la création de postes à la région qu'elle a supprimé au gouvernement. Supprimé, c'est grossier. Postes de policiers. On a malheureusement terminé cette heure de débat. Merci en tout cas d'y avoir participé. Ils vont continuer à parler hors antenne. On se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre et revenir sur cette proposition d'un député des Alpes-Maritimes de faire payer aux détenus l'occupation de leurs cellules. A tout de suite.